Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Moi, c'est Lucille Woodward. Je suis accompagnée de David Ordono, journaliste et producteur de ce podcast. Et comme toutes les 2 semaines, on débriefe de l'interview de la semaine précédente, en l'occurrence Héloïse Boll, qui est donc formatrice, conseillère en santé financière. Et cet épisode vous a fait énormément réagir, notamment sur le groupe Facebook Lucille Woodward, où beaucoup d'entre vous ont dit qu'elle n'était pas du tout au point sur la quantité d'argent à mettre de côté et aussi sur la vision en fait de l'argent dans le couple. Donc voilà. Beaucoup de réactions. Et David, toi aussi, j'imagine que t'as pas mal noté. Ouais, j'ai pris plein de notes comme d'habitude. Mais alors moi, je suis curieux et tu vas m'expliquer en quoi elle était pas au point parce que moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intimidant ou en tout cas, à plein de moments de l'entretien, je me suis dit, oh my god, mais je suis pas du tout. Pareil. Flip total de cet entretien. Je suis rentré de là, je me suis dit, oh, mon Dieu, ça va pas du tout. Oui, mais en même temps, je suis vraiment très contente d'avoir abordé ce sujet parce que finalement, on a beau dire sens-toi bien, suis ta passion. Et moi, la première, en fait, je lis énormément ce genre de livres, de conseils, suivre sa passion, avoir la foi, aller vers le changement. Mais derrière, il y a quand même l'argent. Et je suis désolée, mais à un moment donné, il y a trop de risques, d'autant plus quand tu as une famille, quand tu as des crédits sur le dos. Ça reste un stress énorme. Et d'avoir parlé d'argent pour la santé mentale, ça m'a quand même énormément touchée, moi, personnellement. Et c'est marrant. Et d'ailleurs, c'est certainement la grosse révélation de cet épisode. Et toi, c'est vrai que tu l'as peut-être pas envisagé comme ça, mais en tout cas pressenti. Et ce que tu dis naturellement, c'est le lien entre l'argent et la santé. C'est un truc santé qui est évoqué mentale, dès le début, ouais. Le stress, quoi. La sérénité. Elle le dit, en fait. L'argent résout pas le problème, mais il apporte de la sérénité. Complètement. Et tu dors mieux la nuit, et tu fais des choix beaucoup plus éclairés, beaucoup moins en urgence. Et en fait, je l'avais pas du tout considéré comme ça, mais ce coussin financier dont elle nous a parlé, ça a une importance majeure, et je pense qu'on est tous très très loin du compte. Alors, faut rentrer là-dedans. On le sait aujourd'hui qu'on sera obligé de changer de carrière plein de fois dans notre vie. Et que c'est bien de réfléchir à des plans B, des plans C régulièrement parce que justement quand un mur se présente, c'est sympa d'avoir un peu des portes de sortie, des choses qui nous enthousiasment aussi, même si elles sont pas forcément aussi lucratives. Et c'est d'autant plus facile de prendre ces tournants-là un peu radicaux à 45, 50, 60 ans, qu'on a bien préparé la suite, qu'on a mis en place des socles financiers un peu solides. Évidemment, on prend les choses beaucoup plus sereinement quand on a assuré ses arrières. Elle dit, il faut anticiper l'après 50, envisager des plans B, des plans C, des plans D. Mais moi, en l'écoutant, je me suis dit, mais attends, mais moi, mon plan A, il est pas abouti, quoi. Nous aussi, on n'a pas de plan. Non, mais c'est... En fait, c'est vrai que tu te plonges à corps perdu finalement dans ton début de carrière, à vouloir parfois rembourser des crédits étudiants, peut-être faire ton premier achat d'appartement. Alors ça, pour le coup, c'est le seul truc que je me suis dit, oui, ça, bon, je trouve ça à peu près logique, oui, acheter sa résidence principale. Mais c'est vrai, mais c'est bien de se le rappeler, en fait. Oui, c'est sûr que ça t'enlève un poids énorme. Mais après, les coussins là de sécurité, en cas de pépin, qui fait ça ? Je pense, assez peu de gens. Parce que en même temps, c'est très difficile de mettre de côté dès lors que tu as un crédit à rembourser, plus peut-être tu dois t'acheter une voiture ou bien, je sais pas, t'as plein d'achats. Et puis, en plus, c'est vrai, quand on a de l'argent, on a envie de le dépenser, on a envie de se faire plaisir parce qu'on travaille, c'est dur. Donc, on a envie de partir en vacances, on a envie de s'acheter ci, ça. Et on pense pas forcément à mettre 200 € de côté tous les mois pour pouvoir assez rapidement se faire son petit coussin et ses 6 mois de salaire chacun. Et puis, on n'a pas envie de penser au pépin parce qu'elle parle de ça, elle parle d'une épargne de secours, elle parle de 3 à 6 mois d'avance, de salaire, et pour les indépendants, voire 1 an, mais qui met de côté en cas de pépin 1 an ou 6 mois de salaire? Oui, à la rigueur, t'as peut-être 2 mois de salaire, mais 6 à 12, c'est énorme. Moi, c'est ça qui m'a un peu crispé tout au long du truc, et je me suis dit, oh là là, et je pense que les auditeurs et les auditrices se sont peut-être dit la même chose. Moi, je me suis dit que j'y étais pas du tout. Après, il y a des choses qui sont évidentes pour beaucoup de gens, mais qui étaient chouettes de le rappeler. C'est effectivement, on en parlait de cette accession à la propriété. Elle dit, en fait, faut le voir comme une épargne. Parce que c'est vrai, quand on rembourse un prêt à hauteur de 1000, 1500 € par mois, on mettrait jamais 1500 € de côté. Et il y a quelque chose d'autre, en tout cas en France, qu'on a la chance, quand on a un crédit immobilier,
quand on a des difficultés financières, et pour le coup, je parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé l'année dernière, on peut aller voir son banquier et mettre en pause 3 à 6 mois de remboursement de crédit. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pendant 3 à 6 mois habiter presque gratuitement. Alors tu payes encore ton assurance, mais tu peux pas, tu peux reculer en fait tes échéances de crédit pendant 3 à 6 mois, même renouvelable pratiquement presque pendant 1 an. Tu peux ne pas payer de crédit immobilier. Il faut le justifier, mais ça se justifie. Et ça, tu peux pas avec un loyer, par exemple, si t'es pas propriétaire. Donc finalement, c'est aussi une autre sécurité énorme qui existe. Et ça, c'est dans tous les crédits immobiliers en France. C'est quelque chose de possible. Moi, je suis sorti de cet épisode en me disant ça. Voilà, s'il y a une certitude à avoir, c'est effectivement la propriété. À plein d'égards, c'est une solution de bon sens. Mais je suis curieux de savoir ce que tu as lu des retours qu'on a eu sur cet épisode sur ton groupe Facebook. Oui. Non, il y a eu beaucoup de retours du type, en tout cas, c'était pas forcément sur l'immobilier, mais plutôt sur les coussins, en fait, de sécurité, le côté 6, 12 mois de salaire. Tout le monde en est vraiment très, très loin. Et c'est vrai que à aucun moment, en tout cas, je pense entre l'âge de 25 à 40 ans, tu te poses la question de, comment est-ce que j'épargne ce montant? C'est-à-dire que t'es un peu toujours à la course à l'échalote, à la rigueur. Les gens se sont dit comme nous, se sont dit, personne qui n'y fait est, ça. Personne n'y est. Ok. Ouais, mais personne n'y était. En tout cas, tout le monde a dit vraiment, tout le monde a trouvé que c'était très intéressant et tout le monde s'est rendu compte, en effet, des bénéfices santé mentale énormes que cela pourrait procurer, mais tout le monde avoue vivre entre guillemets au-dessus de ses moyens, et c'est-à-dire d'être toujours un peu à l'arrache, à 200 balles près chaque mois, quoi. Mais surtout, en plus, moi, il y a un truc perso, je me suis dit, c'est pas hyper sexy d'envisager la vie comme ça. Ouais. Moi, en fait, tout du long, je me suis dit, mais c'est tellement pas mon rapport à la vie de me dire, et si, et en gros de te dire, t'as 10 balles, en fait, non, tu vas considérer que t'en as que 4, et le reste, tu vas te le mettre de côté. Donc, tu ne vas pas en profiter au cas où. En plus, il y a un pépin. Donc, en plus, t'envisages des trucs chiants que t'as pas du tout envie d'envisager, quoi. J'ai trouvé que c'était. Alors, moi, tu me fais ça, c'est un tue-l'amour. Je fais pas ma vie avec toi, quoi. Direct. C'est pas possible. Alors, je suis assez d'accord. En fait, moi, je l'ai pas ressenti au moment de l'interview parce que j'étais vraiment intéressée. Mais à l'écoute, quand je l'ai réécouté le lundi matin, je me suis dit, wow, c'est vrai que dans ces cas-là, en fait, tu t'interdis un peu toutes tes petites folies, toutes tes petits délires. À un moment, elle a dit quand même que quand t'as un petit achat, machin, tu peux un peu le planquer et tout pour pas le dire. Oui, voilà. C'était le seul moment où il y avait un truc une fibre un petit peu autre qu'un tableau Excel dans la manière de gérer son quotidien, quoi. Je suis d'accord, mais c'est vrai que et je pense qu'au finalement, après, chacun met un peu le curseur dans sa vie en fonction de ses capacités aussi de gestion du stress, de ses capacités d'adaptation. Chacun met un peu le curseur là où il veut autour de la sécurité financière. Est-ce que t'en mets 0? Est-ce que t'en mets un petit peu? Est-ce que t'en mets beaucoup? Ouais, en fait, tout le monde n'est pas obligé de vivre plus ou moins dangereusement. Et on peut un peu choisir si on a 1 ou 2 mois de côté ou 6 à 12. My God, elle a provisionné pour son ascenseur depuis des lustres, alors que les mecs qui sont à côté de chez elle dans son immeuble, ils sont même pas au courant. Votent tous contre à l'Assemblée Générale. Elle, ça fait 20 ans qu'elle se dit, moi j'ai l'argent parce que dans 20 ans, waouh. Mais tu vois, je lui ai dit, du coup, t'es la seule à avoir l'argent en fait dans ton immeuble et elle est d'accord. Donc c'est. Non, mais ce que t'as dit là, par exemple, t'as employé le mot de sécurité. En fait, on se parle d'un rapport à la vie qui est de l'ordre de la prudence. Et c'est vrai que la prudence, elle est nécessaire forcément. Mais waouh, bâtir sa vie autour de la prudence, my God, que ça m'excite pas. C'est pas mon truc. Alors, non, mais tu vois, il y a même un autre truc d'affect qui m'a choqué pour le coup. C'est quand elle parle de la maison. Tu vivais dans une grande maison parce que tu avais 3 enfants et qu'il fallait bien les loger, les faire courir dans un jardin et que tout ce monde-là et près des écoles qui étaient super bien et tout ça. Après, c'est plus trop ta priorité. Voilà, tout ce monde-là prenait de la place et beaucoup d'espace et beaucoup d'énergie et que tu peux tout d'un coup te dire en fait cette grande maison ne me sert plus à rien même si j'ai plein de souvenirs dedans, je la vends, je vais m'installer dans un petit appart en centre-ville, je vais me débarrasser d'une voiture au passage et je vais kiffer ma life et là, tu vas pouvoir, à défaut de mettre de l'argent de côté directement, tu vas pouvoir épargner la différence de prix entre ton petit appart et ta grosse maison qui coûte un œil. Moi, ça,
ça me fout à terre. Je veux dire, il y a aucune dimension affective là-dedans. Moi, je veux dire, une maison de famille où mes enfants ont grandi, machin, je le sais parce que moi, j'ai grandi dans une maison, il y a mes parents. Bon, après, mes parents sont séparés, c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, ils m'auraient dit, ils seraient restés ensemble, ils m'auraient dit, bah écoute, on s'en va parce que tu comprends, on va vivre dans plus petit, on a plus besoin de ça. Je me disais, mais attendez, mais non, mais c'est notre maison. C'est la maison où on a grandi, c'est la maison où on a vécu, c'est la maison de notre famille. Elle a une charge affective, un attachement qui est important. Moi, si je peux, financièrement, si j'ai une maison, si j'y ai fait grandir ma famille, eh ben ok, mes enfants, ils sont partis, ils sont grands, ils font des études et leur chambre est vide. Mais quand ils reviennent le week-end, c'est notre maison qui se ranime, c'est nos souvenirs qui se raniment, c'est notre attachement qui est là. Putain, je me dis pas, ah mais tiens, je vais vivre dans un petit appartement parce mais que... t'as un côté hyper tradi en fait. Bah tradi, je sais pas, mais c'est un la truc... seule fois que je t'entends parler de quelque chose de traditionnel, parce que moi, tu vois, j'ai pas du tout cette façon d'envisager l'après-enfant. Ah mais moi j'adore l'idée de se dire qu'il y a un an. Alors après c'est un truc perso, tu vois, mais la notion d'ancrage affectif, si on peut le faire perdurer, mais pour des raisons qui sont, voilà, encore une fois liées à l'affect, au sentimental. Je trouve ça hyper important dans une vie. Enfin en tout cas moi c'est important pour moi. Et me dire, c'est comme quand on me dit par exemple, moi je préfère mettre du carrelage parce que c'est plus facile d'entretien. Je dis, non mais en fait on s'en fout. Arrêtez avec le carrelage, mais du parquet. Non mais voilà. Non mais je veux dire le côté d'envisager la vie par son côté pratique ou pragmatique, oui. et au-delà de ça rien, ça me terrorise. Je suis assez d'accord, et moi finalement c'est pas forcément le downsizing au moment de Elle a même dit tant pis enfants. pour le souvenir. Elle a même dit tant pis pour le souvenir. C'est tant pis pour le souvenir, mais qu'est-ce qu'on a par des souvenirs? Le présent c'est important certes, mais les souvenirs c'est le seul héritage qu'on trimballe. Moi c'est pas trop alors cette idée de downsizing, c'était pas trop ça qui m'a choqué. Moi ce qui m'a plus choqué, c'est que finalement tout ton putain d'héritage part dans l'EHPAD. Ah et oui. ça moi je me suis foutu, non, je me suis dit non, là pour moi ça c'est pas possible, c'est pas le but de ma vie, c'est pas de collecter un petit pécule pour à la fin le filer à l'EHPAD. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est non, c'est no way. C'est tout ça pour ça, c'est non. Donc, non. Mes enfants sont déjà au courant, ma mère, mon mari aussi, mais donc, non. Je ne ferai pas ça. Donc, tu veux pas économiser pour prévoir ta petite... Je n'économise pas pour payer l'EHPAD, c'est non. Là, on se parle du sien, c'était ça, c'est économiser pour soi après, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, donc, je n'économise pas et je ne fais pas ma vie pour payer l'EHPAD jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est non. Parce qu'en tout cas, en plus, je le sais très bien, parce que ma grand-mère, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et clairement, je ne veux pas ça. Bah, j'aimerais te voir, hein, sinon, tu sais, je t'apporterai des petits biscuits, tu pourras plus mâcher ceci dit, ça va. Une petite bouillie. Non. Donc, mais par contre, tu vois, moi, le downsizing et le côté plutôt une autre vie plus tard, ça me donne envie. Pas forcément moins coûteuse. Moi, je l'envisage plutôt comme quelque chose d'un peu plus rock'n'roll, en fait. Ouais. Ça, moi, ça me parle. Genre un nouveau départ, là, ok. Oui, voilà. C'est-à-dire peut-être avoir peut-être deux apparts à deux endroits différents et pouvoir faire un peu la navette entre, je sais pas moi, l'océan et la montagne, ou justement pourra peut-être suivre mes enfants. Tu vois, je vois par exemple mes parents, mon frère qui est parti en Malaisie, c'est difficile. Ah oui. Tu vois, donc pourquoi pas du coup pouvoir faire plus de voyages et aller voir plus souvent tes enfants. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc voilà, pas forcément une vie plus rinterie après la cinquantaine et la soixantaine. Au contraire, une vie plutôt plus tournée vers l'extérieur, avec plus de nomadisme. Moi, c'est plus comme ça que je l'envisage. Bon, ben là, pour le coup, c'est une vraie perspective de vie et je peux comprendre qu'on puisse abandonner un ancrage parce qu'on se met dans un vrai mouvement. Mais c'est pas le truc genre, on va prendre plus petit parce qu'on a plus besoin de... Ça c'est triste. Et Héloïse, si tu nous écoutes, on t'aime, c'est pas le propos. Oui, tout à fait. Non, mais c'est la perspective. En fait, je pense que... Au contraire, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de donner l'envie de vivre plus longtemps en pleine forme et d'entretenir sa super forme, justement pour adorer vivre longtemps. Et c'est vrai que je pense que tous les deux, quand on a envisagé ça, soit l'EHPAD, soit le downsizing, de vivre dans un petit appart où finalement les enfants ils devront dormir dans le canapé lit, c'est compliqué. Ah mais complètement. Et il y a un truc plus objectif qu'elle a dit après et qui me désole parce qu'on entend tout le temps, quels que soient les terrains, évidemment, on le sait, c'est l'inégalité. Tu as vraiment les situations dans lesquelles je le vois et je l'observe malheureusement assez fréquemment, dans lesquelles tu as des hommes qui gagnent très très confortablement leur vie et qui imposent un 50-50 à leur compagne ou à leur femme qui gagnent beaucoup moins d'argent. Parce que c'est comme ça. Et donc, je suis obligée de leur dire, en fait, c'est pas une lubie de féministe, c'est le code civil qui dit ça. Chacun participe à proportion de ses facultés respectives.
il y a le problème des salaires, et il y a surtout ce biais de fonctionnement qui est de se dire, en fait, non, mais on fait 50-50. Alors ça, moi, j'ai pas compris parce que du coup, je ne vis absolument pas comme ça. Ah oui, alors ça, on s'en est parlé juste mais, après. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible en fait. Je n'arrive même pas à concevoir que il y ait des disparités finalement dans un couple. Parce que là, le schéma qu'elle décrit, c'est en gros, on est en couple, tu gagnes 3000, je gagne 1000, mais par contre, tu gardes ton argent, je garde mon argent. Chacun 1000 dans le compte commun. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est mort. Le compte commun, si on doit faire tout à 50-50, ok, mais du coup, tout le monde met tout. Et là, je trouve ça logique. Ok, on réfléchit pas, on met tout en commun, mais on met tout en commun. Là, ce qu'elle décrit, ce biais, il est dingue. C'est-à-dire que chacun gagne ce qu'il a, il garde son argent pour lui, mais chacun y met la même somme. Donc, en gros, si tu gagnes plus que moi, bah, tu gardes plus, et moi, j'ai plus rien. Ah, moi, je comprends pas du tout ce mode de fonctionnement. J'ai jamais envisagé avec mon conjoint, même avant d'être mariés. On avait déjà un compte à 100% que tous les deux, donc nos deux salaires tombent dans le même compte. Alors ça, et on n'a pas de compte séparé, on n'a pas de compte perso. Mais ça, moi, ça m'étonne aussi. C'est un autre truc qui m'étonne. Mais pour le coup, je trouve. Mais j'envisage pas autrement. En fait, je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir. Après, si je sais que mes copines, elles ont des comptes perso, mais je pensais pas que chacun avait son salaire qui tombait dans son compte perso et après on mettait dans un compte commun. Enfin, déjà, c'est tellement compliqué. Je veux dire, il y a déjà tellement de choses à gérer dans sa vie. Il y a en plus, moi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai les comptes de mon entreprise. Après, il y a, tu vois, enfin, gérer les enfants, la cantine. Enfin, il y a tellement de milliards de trucs à gérer. Si tu dois en plus gérer le compte commun, ton compte à toi, et puis ton compte épargne à toi et le compte épargne du compte commun, c'est mort. Ah, mais moi, je fais ça. Moi, j'ai un compte perso. La mère de mes enfants a un compte perso et on a un compte commun. Donc, en fait, chacun met tant, tu vois, comme si on avait un crédit qu'on remboursait. Enfin voilà, il y a un prélèvement qui est fait. Moi, ça me paraît pas dingue. Et du coup, dès qu'on fait des dépenses communes, je sais pas, ou des trucs de courses ou des trucs de vêtements pour les enfants, bon, ben c'est le compte commun. Voilà. Mais on réfléchit à la proportion. Si elle gagne 2 fois moins que moi ou l'inverse, eh ben, il est pas question que on mette la même somme sur le compte commun. Ça, c'est logique. Ce qu'elle décrit, c'est ce truc où, en fait, chacun met la même somme alors qu'il y a des écarts de salaire, des écarts de patrimoine. Et le biais qui est très courant, en plus, c'est de se dire, souvent, les victimes, entre guillemets, de ce déséquilibre, disent, non, mais moi, j'y tiens, en fait, à ce 50-50. Parce que c'est culpabilisant de ne pas mettre autant que l'autre. Et ça, je trouve que c'est, je trouve ça troublant. C'est normal, en fait, qu'on mette pas pareil si on gagne pas pareil. Bah, tu vois, nous, en fait, au départ, dans notre couple, il y avait un tel écart de salaire entre mon conjoint et moi. C'est-à-dire qu'il gagnait tellement mieux que moi, qu'il gagnait que dalle en étant journaliste pigiste, un peu coach sportif. Hein. Mon salaire, par exemple, n'était même pas pris en compte quand on a acheté notre premier appartement. La banque ne voulait même pas voir mes fiches de salaire à moi. Tu vois. Vous êtes gentil, madame. Voilà, c'est pas la peine. Ce sera pour les vacances. Donc bref, donc il y avait un tel écart que finalement, c'est vrai qu'au début, on s'est dit voilà, on met tout dans le même compte et de toute façon, voilà. Et finalement, c'est resté et maintenant, ça reste comme ça. Mais et pour moi, ça a été, je sais pas, ça, peut-être une forme de générosité ou une forme de je sais pas, de partage complet. C'est ce que j'allais dire, c'est un deuxième mariage pour le coup. Et je suis curieux de savoir si les auditeurs peuvent nous envoyer des messages pour savoir comment eux ils font. Mais moi, ce que tu décris là, je n'ai jamais entendu parce que moi, en l'occurrence, par principe, bien sûr que je veux mon compte. Et il y a quelque chose de l'ordre de la dissimulation et de la discrétion aussi là-dedans. C'est que moi, je pars du principe que, en fait, personne n'a à savoir ce que je dépense, quoi. Personne. Pour moi, je pense que c'est un peu un garde-fou finalement. C'est très bien que mon mari puisse voir ce que je dépense. Ah bah oui, comme là, ça, t'es exposé, quoi. Voilà, si jamais je déconne, il va le voir. De toute façon, il a toujours été mon garde-fou, donc c'est très bien qu'il soit aussi mon garde-fou financier. Lui, il ne se prive pas pour dépenser énormément aussi de son côté pour sa bagnole, parce que c'est sa passion. Et voilà, finalement, tant qu'il y a assez dans le compte. Alors, il faut peut-être pas ouvrir cette discussion chez les gens qui nous écoutent en couple, mais néanmoins, si vous posez la question à l'autre, mais dites donc, pourquoi toi, tu me dirais pas où tu dépenses l'argent? Je pense que c'est une ficelle qui peut dévier en fait, parce que la vraie question au fond c'est la question de je te dis tout, je te montre tout. Eh oui, bien sûr. Et ça dans un couple. Et finalement en fait cette façon, en fait je découvre moi que cette façon de faire que nous on a dans notre finance de couple, on a une confiance absolue en fait. C'est-à-dire que il peut. Mais je pense qu'elle est sur tous les terrains cette confiance en fait. Et je pense que voilà, quand on fait les choses à discrétion ou qu'on veut pas que machin truc, c'est aussi une manière d'être qu'on a sur d'autres terrains du couple.
mais on en parlera dans un épisode consacré au couple. Mais pour c'est-à-dire qu'en gros, si tu invites à dîner quelqu'un... Non, total esprit mal placé, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais néanmoins, oui, ça peut arriver par exemple. Oui, bien sûr. Je pensais pas du tout à ça, moi, hein, Lucille. Je me d'accord, désolidarise non, bien complètement sûr. de ce genre de pensée. Non, moi non plus, j'y pensais pas d'ailleurs. Ouais, non, bref. Mais elle parle en tout cas de ce terme de transparence financière. C'est Tout à pas fait. pour rien. Et elle parle même d'un truc, et le champ lexical qu'elle emploie est pas anodin. Il y a des violences économiques, puis il y a ce qui s'appelle les infidélités financières. Alors, les infidélités financières, t'as des... Superbe sujet de couple, David, à noter. Note-le sur une petite note. Dans les infidélités financières, tu as le petit coup de canif au contrat qui passe un peu inaperçu. Je vais m'acheter une paire de chaussures, c'est pas tout à fait le moment, je vais pas communiquer à mort sur cette paire de chaussures, j'attendrai quelques jours avant de la sortir et voilà. Bon, Je vois. ou j'achète je sais pas, des illustrations qui me font plaisir et j'ai fait une petite folie, je passe ça un peu sous les radars pendant quelques temps. Petite infidélité financière. Okay. Je suis poursuivie par le fisc pour plusieurs centaines de milliers d'euros parce que j'ai vraiment déconné dans la déclaration de mes comptes et des comptes de ma boîte. Et j'en parle pas. Là, on est dans de l'infidélité financière qui est un peu sauvage et qui est, j'ai envie de dire, très difficile à pardonner et qui est, puisqu'on parle de bien-être, de nature à générer un mal-être très très fort. Et en fait, elle nous explique que dans plein de couples, et dans la grande majorité des couples, il y a une opacité. Et finalement, l'autre ne sait pas forcément ce que gagne son conjoint. Encore une fois, c'est une sorte de confiance énorme. Comment tu peux ne pas savoir ce que gagne ton conjoint ? Alors attends, je peux te renverser Pour le moi, truc. je trouve ça Non, mais hallucinant. tu peux le renverser aussi. Tu peux dire finalement, je te fais confiance, donc j'ai pas besoin de savoir combien tu gagnes. Oui. C'est vrai, tout à fait. Au contraire, mais... parfois la transparence et le contrôle, c'est justement l'aveu de la non-confiance, enfin de la défiance. Et dis-moi combien tu gagnes. Moi, je ne sais pas combien gagne la mère de mes enfants. Ça fait 10 ans que je ne sais pas, je saurais pas te dire précisément combien elle gagne. Parce que... Mais de toute façon, quand tu fais la déclaration d'impôt... Ah, mais c'est ce qu'elle dit. bien, Elle tu dit sais bien. la déclaration d'impôt et ce moment où justement on remet un peu toutes les cartes sur table. Oui, tu le vois. Voilà. Mais en fait, dans le quotidien, c'est des choses qui sont plus forcément présentes. Et puis, les sources de revenus, il y a des gens qui travaillent en entreprise et qui ont un canal de revenus. Bon, bah, en gros, il est assez simple, il est assez connu. Mais nous, par exemple, moi, j'ai entre guillemets, des entrées de revenus, j'en ai 5 ou 6 différentes. Oui, dès que Donc, t'es entrepreneur. Ouais. voilà. Donc, c'est très difficile pour l'autre de trouver de la lisibilité, quoi. Non, mais c'était vraiment un bon sujet de réflexion. Et du coup, voilà, on a parlé donc de santé mentale, de couple. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un vrai volet Il psychologique. y a un vrai volet psy. Et quand elle nous a dit aussi que beaucoup de sujets de thérapie de couple commencent par l'argent, Ouais, c'est un sujet. c'est un C'est central. sujet énorme. Finalement, j'étais loin de m'imaginer ça. Tips pour les couples. Donc, c'est quand même plus simple de te dire que on essaye d'être un peu transparent, quitte à avoir, et je pense que c'est fondamental, des discussions désagréables, parce que les discussions d'argent ne sont pas des discussions faciles, et des discussions qui tournent parfois un peu à la dispute, dans lesquelles chacun peut exprimer librement soit ses angoisses, soit ses envies, discussions dans lesquelles on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Mais si on n'a pas ces discussions, d'abord, ça finit par nous péter à la figure quelques années plus tard. Et ensuite, il faut quand même se dire, et là, je reviens aux violences économiques qui sont pas bonnes pour le bien-être de l'un et de l'autre. Quelqu'un qui n'a pas envie d'ouvrir la discussion et quelqu'un qui n'a pas intérêt à ouvrir la discussion. C'est un bon test à faire chez soi, Ouais. ou pas, peut-être qu'on n'a pas envie de ça. Mais voilà, cette phrase, elle dit quand même beaucoup. Si quelqu'un veut pas discuter tranquillement de son fric avec son conjoint, c'est que il y a une anguille, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais, oui, c'est ça. Il y a de la gêne. Ouais. Et puis même, il y a peut-être des choses à dissimuler. Enfin voilà, c'est fou. Moi, cette phrase, elle m'a un peu glacé, quoi. Celui qui veut pas ouvrir la discussion, c'est qu'il a tout intérêt à ne pas l'ouvrir. Genre, bon test à faire avec son conjoint. Tu veux bien qu'on parle de ton salaire? Combien tu gagnes? Ah, mais t'as pas à savoir. Pas bon. Ouais, combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien ça t'a coûté ce voyage pour l'enterrement de vie de garçon de Spot, ce genre de choses. Ouais. Et elle dit donc du coup, plus on aborde en fait la question du couple et le plus tôt possible dans son histoire ou dès qu'un sujet se présente,
plus c'est facile à dénouer. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis en fait. Chez les thérapeutes, c'est un sujet qui doit être hyper répandu parce qu'il peut larver toute une relation. C'est quoi. sous-jacent pendant un petit moment et à la fin ça explose quand il y a vraiment un problème, quoi. Et elle dit un truc, elle dit donc il faut en parler régulièrement, faire des points. Et alors ça, c'est pas la première fois qu'on nous dit dans des entretiens sur des sujets différents, et notamment d'un point de vue relationnel et d'un point de vue du couple, que de temps en temps il faut se retrouver pour dire « Et alors, on en est où ?» Ouais. Et ça, c'est un vrai truc, je trouve. C'est un truc que moi je découvre dans ces épisodes, en fait, quels que soient les interlocuteurs, souvent, ils nous disent ce qui est important. Faire un point. Ouais, faire des points. Avec soi, bien sûr, mais ça peut-être qu'on peut le faire au quotidien, mais en couple. Et je trouve cette idée hyper intéressante. Ouais, après, faire un point financier en couple, c'est chiant. Généralement, c'est plutôt au moment des impôts, en effet. Ouais, ça, c'est un point imposé. Le recadrage des impôts. Ouais. En septembre-octobre, là, quand t'as ton petit dépassement. Merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, putain. On enregistre cet épisode le jour de le dernier jour de la déclaration des impôts. C'est bon, tu l'as fait. Tu vas fumer toutes les clopes ce soir et devant ton ordi à faire ça? Non, je crois. Je vais fumer des clopes, mais je crois que ça me saoule trop et je vais pas y arriver, quoi. Tu vas avoir du retard? Ouais. T'as 10% si tu es en retard. Non, je crois pas. Si. Alors moi, j'ai déjà fait 2 jours en retard, t'es 10%. 10%? 10%. T'es majoré de 10% de ce que tu dois aux impôts. Si tu déclares et pas à l'heure. Et quand on te doit de l'argent, est-ce que t'as 10% en plus? Non, si on te doit de l'argent, par contre, on te le paye très rapidement. Ouais. Bon, écoute, on verra, mais franchement, flemme. Tu vois, ça en dit long sur la notion de truc de... Moi, je suis pas du tout tableau Excel. J'ai commencé hier, en fait, ça m'a saoulé, le truc a bugué, je suis revenu à 0. J'étais là, mais tu sais quoi, en fait, c'est bon, quoi, c'est bon. Il y avait une bouteille de rosé, des cigarettes. C'était horrible, j'ai honte. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'au début, avec mon conjoint, on était un peu à l'arrache, justement, avec les impôts, et c'était toujours un sacerdoce et une source de stress énorme. C'est-à-dire qu'on était un peu en mode le plus tard possible. Et là, tu kiffes maintenant, c'est ça? Et en fait, maintenant, on ne kiffe pas les impôts, mais par contre, on a vraiment fait ce choix de prendre le truc par les cornes et de pas être en retard. Donc, on n'est pas en avance, mais on le fait à l'heure. Et on le sait. Et voilà, on le sait qu'au mois de mai, voilà, c'est le moment où on va devoir faire nos impôts. Et on le fait bien. On est impliqués tous les deux. On a mis ça en place depuis quelques années parce que justement, en fait, on avait des sources de stress énormes à cause de ça. Et ça va quand même beaucoup mieux, cette relation aux impôts. Et il faut le faire. De toute façon, plus c'est pénible, plus c'est machin, plus il faut faire les trucs. Encore une fois, c'est vraiment de la santé mentale. Quand tu mets les trucs sous le tapis. Et moi, ça m'a plombé aujourd'hui. Et voilà. Toute la journée, j'ai passé mon truc à me dire, j'ai ce truc. Du coup, je vais pas le faire. Et là, pour le coup, alors, il y a vraiment ce tips de quand on est comme ça, un peu dans la procrastination ou de laisser les choses un peu moisir sous le tapis, comme ça. Il faut vraiment respirer, compter jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Souffler. Et on le fait. Et on fait maintenant. Ah ouais? Ah ouais, et ça marche. Franchement, et tu le fais. Et voilà. Et vraiment, ça marche. Ok, salut. Bah voilà, salut David. David est parti faire sa déclaration aux impôts. Mais non, vraiment, il faut le faire. Non, mais je vois bien l'énergie dans laquelle ça met ce truc, c'est marrant. Ouais, que ce soit pour partir faire sa séance de sport ou appeler sa mère et lui dire un truc qui est pas agréable. Larguer son mec. Voilà, ou faire des licenciements économiques. Ce genre de choses horribles. Ça marche vraiment bien de se dire, voilà, on arrête de mettre sous le tapis, on respire, on compte jusqu'à 5 et on fait. Putain, si un jour je te vois faire ça devant moi, ça va me faire flipper. Je vais me dire, voilà, qu'est-ce qu'elle va me dire? Conversation difficile. Oh merde. David, on arrête le podcast. La question, la dernière que vous avez abordée, elle est très importante et elle a forcément à voir avec la longévité, c'est la question de l'héritage. L'héritage, il va tomber, l'argent va tomber avec la génération des boomers qui ont constitué des patrimoines que nous, on n'a plus la possibilité ou l'occasion de le faire. Mais ça va pas tomber pour tout le monde. Donc ça va créer encore plus de disparités. Ça va créer des disparités, mais moi je trouve quand même très intéressant le fait qu'il faut pas les donner trop tôt, il faut vraiment attendre d'être décédé parce que la longévité coûte cher. Voilà. Et on a besoin finalement de maintenir cet argent pour payer soit de la dépendance, soit les EHPAD, ou sa fin de vie digne. Ouais, et du coup, t'es rentré dans cette question en mode, yallah, ça va tomber et on va kiffer. Et elle t'a dit, il vaut mieux pas y compter, justement. Ouais. Parce que toi, Lucille, tu vas vivre jusqu'à 102 ans et il va falloir que tu le dépenses, cet héritage. Non, mais je pense qu'aussi, il faut considérer désormais que l'héritage saute une génération. C'est-à-dire que, voilà,
nos On va encore parents... se faire avoir, tu veux vont- dire, là, nous, les quadras, Oui, là? c'est ça. Putain, j'en ai Non, marre. mais c'est-à-dire que nos parents vont décéder, nous, on aura peut-être déjà 60 ans. Donc, t'as déjà fait ta vie, finalement. Voilà, ça va peut-être t'aider à la rigueur pour ta retraite, mais même pas sûr. Regarde-moi mes parents. Ma mère a 73 ans, sa mère est encore en vie. Elle a 101 ans. Et oui, donc C'est en un fait... peu le syndrome du prince Charles. T'es le mec qui attend toute sa vie pour C'est ça. arriver roi. Et le jour où puis- il est roi, il a un cancer de la prostate. Allez, merci Change Charles, mec. au revoir. Voilà, on pensait quand même, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, donc il faut penser que ça peut sauter une, voire même 2 générations. Ouais. Finalement, bon, moi, ma grand-mère va décéder, il restera rien puisque voilà, il n'y avait pas d'héritage ni rien. Mais si, quand bien même, voilà, si elle décède bientôt, s'il y avait de l'argent, bon, mes parents, tu vois, à 75 ans, qu'est-ce que tu veux, ils ont déjà bien fait leur vie. Nous, même déjà aussi, à 40 et quelques. Ouais. Donc c'est presque plutôt pour les arrière-petits-enfants Hmm. que l'héritage va passer. Mais après, ça pose une autre question et ça rejoint un petit peu, ça boucle ce qu'on se disait au début du rapport à la vie et de la manière dont on l'aborde. Elle dit en gros, faut pas compter sur ses héritages et je sais pas pour toi, mais moi par exemple, il y a un patrimoine familial qui est relatif mais qui est existant. Pour le coup, on a cette chance-là. Mais c'est quelque chose sur lequel je ne compte absolument pas dans les plans que je me fais ou dans la Pareil. façon. Pour moi, ce truc n'existe pas. Et de la même manière que moi, je vais plus loin. Moi, pour moi, ma retraite n'existe pas. Je sais pas si c'est un truc générationnel, mais moi, je considère qu'en fait, il y a rien qui va tomber du ciel et que personne ne va pouvoir m'aider, justement, par la suite. Tu dis, on a 40 ans, on a un peu fait le truc. Moi, quand j'y réfléchis, je me dis, putain, mais comment je vais me payer quand j'en aurai 60 ou 70 et que je Pareil. travaillerai plus? Franchement, je n'ai pas de perspective là-dessus, quoi. On en a pas, elle n'a pas trop parlé de ça. Mais c'est vrai que constituer sa retraite, c'est aussi pour les gens pour qui c'est pas une évidence, c'est un sujet. C'est un énorme sujet et finalement, je pense que c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que je pense vraiment que là, nous, à 40 ans, il faut absolument qu'on envisage ce qui va se passer quand on aura 60, 70. Et on n'y pense pas. Et on n'y pense pas du tout, là, parce qu'en fait, on est tous dans le train des enfants, si on en a, Du mais beaucoup quotidien, en ont, du quotidien, du boulot. voilà, d'avoir un logement correct, de se déplacer, de travailler, de pouvoir tenir son taf. Et on ne pense pas du tout à notre retraite qui sera pas du tout ce qu'on espère, il faut quand même le dire. On va devoir Tu sais qu'il y a continuer un à se loger. simulateur, t'as déjà fait ce truc-là, le simulateur sur le truc du gouvernement, là? Non, en fait, j'ai trop le seum, je veux pas le faire. Ah bah, J'ai tellement peu gagné pendant tellement longtemps. Ah non, mais tape, c'est drôle, hein. Moi, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, ah bah, ok, t'as 1000 balles, tu fais quoi avec 1000 balles, en fait? Alors que ça va, tu vois, je gagne ma vie Les correctement. retraites de journaliste pigiste, quand t'as commencé comme journaliste pigiste au Les début, calculs. très peu gagné au début, complètement. Dis, mais c'est pas possible, en fait. Donc Ouais. quoi? Donc je pense que vraiment, nous, c'est plus même ça qu'il faut essayer d'envisager, de considérer, et de même continuer à travailler pendant très longtemps, donc d'aimer le travail qu'on fait, et donc d'être en forme, et donc de travailler sur sa relation au travail avec les autres. Et je pense que c'est ça qui va nous aider. Il faut vraiment imaginer qu'on va travailler pendant très longtemps et qu'il va falloir continuer à bien gagner sa vie et à faire en sorte que ça marche. En tout cas, c'est la grande leçon pour moi de ce podcast et c'est ça l'histoire d'envisager la longévité. Je trouve que ce podcast, à chaque épisode, il nous dit c'est maintenant qu'il faut penser à demain, en fait. Et c'est pas grave, en fait. Non, c'est ça, et ça peut être joyeux. Voilà, exactement. Il faut l'envisager et le construire. Et en fait, à 40 ans, c'est pas con de penser au moment où on en aura 60. Ouais. Parce que c'est demain. C'est de l'abnégation, c'est-à-dire que voilà, savoir les choses et les envisager et en être conscient, c'est beaucoup mieux que de se retrouver avec la pancarte sur la figure à un moment donné et de tomber devant le mur. Mais en même temps, l'envisager de façon joyeuse, vivante, joviale, en harmonie avec les autres et avec ce qu'on aime et avec qui on est et avec même son développement personnel. Mais voilà, il faut vraiment envisager sa retraite comme quelque chose d'actif et d'être actif dès maintenant pour la préparer. Mm. Il faudrait qu'on aille visiter des EHPAD, non? Non, moi, tu vois, je suis en Tu veux train pas justement de me former au sport pour, voilà, au fil de l'âge. J'envisage vraiment, voilà, je m'imagine très souvent, moi, à 60 ans, coach sportif. Et donc, qu'est-ce que je vais donner aux gens quand j'aurai 60 ans et que je serai coach sportif? Mais surtout qu'il y aura une génération hyper nombreuse qui sera demandeuse à ce moment-là, hein. À 60 ans, les gens seront plus en forme. Peut-être qu'il y aura la longévité fait que les gens seront encore plus en forme. Quand même, on fait du sport de plus en plus... Oui, mais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, les coachs sportifs de 60 ans, ça m'inspirait pas. Non, mais ça peut inspirer les femmes ou les hommes qui ont 50 ou 60 ans, en revanche. Peut-être ou peut-être pas. Quand t'es jeune, ah oui. Je sais pas. Donc, Tu crois que quand on vieillit, on a envie de voir des gens tendus et tout Je sais pas. Je pense que, tu vois, par exemple, ma mère, elle aime bien aussi parfois des coachs sportifs jeunes qui ont la niaque et la motive et qui sont à fond. Tu vois? Donc, est-ce que moi, j'aurais encore la possibilité d'être comme ça à plus de 60 ans? Je ne sais pas.
Mais voilà, et très souvent, je me projette à cet âge-là, en train de continuer à faire mon métier. Comment je vais le faire? C'est vraiment quelque chose auquel je pense énormément. Pas toi? Pas du tout. Comment est-ce que tu seras journaliste dans 20 Non, ans? alors dès que j'y pense, ça me préoccupe et je me dis que c'est un sujet très sérieux et c'est une pensée qui revient souvent. Mais j'ai tellement pas de plan pour ce que je vais être dans 2 mois qu'en fait, je soulève cette question. Je sais pas ce que je fais au mois de juillet là, donc je vais pas me demander ce que je fais à 60 ans. En revanche, c'est sûr que je bâtis les choses. Les choix que je fais aujourd'hui professionnels sont un peu plus mesurés et je sens que cette donnée elle est rentrée en compte. C'est-à-dire que je fais des choses qui sont peut-être plus plus productives, plus rémunératrices, voilà, il y a un côté un peu plus sérieux qui s'est mis dans ma façon de choisir. Mais de là à se dire ce que je serai à 60 ans, déjà si je suis en vie, ce sera super. Et bien sûr que si on est en vie, c'est super, c'est un bonus. Mais c'est voilà. Il faut quand même le préparer puisqu'il y a de très fortes probabilités pour que l'on soit encore tous en vie à plus de 60 ans. Non mais super. Mais c'est vrai qu'on se dit ça très souvent dans tous les épisodes. Faut penser tôt à la manière dont on va, à ce qu'on va être. Et encore une fois, c'est de la préparation à la santé mentale plus tard. Ah ouais. Et on peut le faire de manière positive et joyeuse et tout ça. Exactement. Hyper intéressant tout ce sujet argent. J'espère que vous aussi ça vous a intéressé. T'avais d'autres notes? Non, j'ai pas d'autres notes, mais j'ai une suggestion à te faire. Vas-y. J'y pense là avec tes histoires d'EHPAD. Tu veux pas venir avec moi visiter les EHPAD? Ok. Néanmoins, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des résidences alternatives et je repense à ça avec Perla Servan-Schreiber qui dit qu'elle aime beaucoup être entourée et notamment de gens plus jeunes ou d'âges différents, en tout cas qui a un mix intergénérationnel. Ce serait chouette de faire un épisode une fois sur une manière d'envisager un lieu de retraite un peu différent, justement. Complètement. Tu vois, par exemple, ma grand-mère, elle est dans un EHPAD qui est parfait pour elle. C'est-à-dire que c'est les petites sœurs des pauvres. Et du coup, c'est full religion catholique parce qu'elle, c'est son truc. Elle a baigné là-dedans enfant, donc c'est tout à fait son domaine. Et donc, il y a la messe le matin, il y a la messe le soir. C'est des bonnes sœurs qui viennent lui donner ses médicaments et ses repas. Ça la cadre, ça la rassure. Et du coup, pour elle, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est un environnement parfait. Et donc, moi, je m'étais dit, en fait, finalement, il me faudrait un EHPAD yoga, run, forêt. T'aimes pas les sœurs qui t'apportent le truc? Moi, je suis pas très bonne sœur. J'ai essayé, mais voilà. J'ai tous mes diplômes, mais ouais. J'ai quitté le navire. Mais par contre, tu vois, si c'était plus, en effet, tu vois, non, mais ça, envisager un lieu de très vieillissement où il y a la possibilité de bouger comme on l'envisage, de manger correctement, oui, d'avoir un truc plus adapté à soi. Et peut-être que ça va être créé finalement. Non mais bien sûr. Et alors moi, et on va arrêter cette digression là parce que c'est moi qui ai ouvert cette porte, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode là-dessus. Moi, ma belle-mère, qui a donc l'âge de nos mères, 70 et quelques, en fait, elle a créé avec une bande de potes un hameau. Ils ont acheté une prairie. Non, mais ça, ils ont fait génial. de l'éco-conception et ils ont construit un truc à quel impact âge? À 60, elle doit avoir 72 ans, je pense, tu vois. Wow. Ils ont bossé dessus. Non, attends. Non, mais ça y est, en fait, c'est en train de me donner des idées de ouf. Ils ont je vais en bossé parler à dessus mon mari pendant qui est dans la 5 ou 6 ans. Ils ont bossé dessus de manière collégiale, machin. On laisse tomber le truc pour tous s'entendre et tout. Communication non violente, nana, les mecs qui remuent les mains, insupportable. J'adore. Putain, ça me laisse secte, quoi. Néanmoins, ils ont tous défini un truc ensemble. Et là, c'est sorti de terre il y a 2 ans maintenant. Donc ça a couru sur des années, cette préparation. C'est un environnement, des bâtiments éco-responsables, nana, impact minimal. Et, dans la charte du début, c'est un lieu commun pour des activités culturelles, sportives, machin, et des générations différentes. Donc t'as genre 3-4 personnes âgées, et tout le reste, c'est des familles, des jeunes, des choses comme ça. Et ils ont recréé un petit village, en fait. Et pour les personnes âgées, c'est génial. Il y a des enfants, il y a des trucs, tout le monde se rend service. Voilà. Ils ont recréé une petite utopie de village, en fait. Mais pour une retraite, c'est génial. Tant que tu peux... mais sans dépendance. Ah oui, après, voilà. Ah, mais ça, c'est sûr. Non, mais après, tu vois, entre l'EHPAD et le hameau, il y a tout un monde. Tant que tu peux continuer à marcher et à te mouvoir, c'est un truc. Ouais. Mais c'est l'après 95 ans, en fait, qui est compliqué. Ouais, je crois. Mais là, il faut décider de partir. Ça, j'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je vais pas jusque-là. Pareil. Enfin, en tout cas, je le vois pas, quoi. Pareil. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast.
On explore tous les domaines de la longévité possibles et imaginables. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur vos applis d'écoute de streaming. Spotify vous permet notamment maintenant de mettre des commentaires, des suggestions. Donc allez-y, mettez-nous des pouces vers le haut ou des étoiles. C'est grâce à vous que l'on peut continuer ce podcast et notamment quand vous me soutenez, soit en likant, soit en partageant ce podcast, mais aussi en allant du côté de mon Lucille Woodward Experience Club pour faire du sport, bien manger et surtout avoir un mental très fort et perdurer dans cette décision et choix de vie. Donc rejoignez-moi pour la saison 2 et on vous retrouve tout bientôt pour un autre épisode. Merci.